Bonjour, bienvenue dans mon studio. Nous sommes à Montréal le 19 juillet 2013. Mon nom est Bruno Lalonde, alors j'ai passé toute la nuit à écouter de la musique de la ville de Détroit, de la ville de Motown. J'ai écouté du Marvin Gaye, du Temptation, de Stevie Wonder, Diana Ross. J'ai passé toute la nuit à écouter cette musique enlevante en buvant du whisky et en criant quelques pétards. Présentement, à Montréal, il fait déjà 24 degrés Celsius et 7 heures du matin. Alors, bonjour. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 19 juillet 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors voilà, petite boutade, la ville de Détroit en faillite. Je n'ai pas encore lu ce que cela signifie. C'était cependant tout à fait prévisible. Ces plans de restructuration ne visent finalement qu'à payer les créanciers de première ligne. Et les autres retraités, eh bien, les autres employés de la ville retraités ou les autres employés encore actifs, eh bien, c'est assez évident qu'ils vont subir des coupes importantes dans leur salaire. Également, faillite de l'avocat, du bureau d'avocat, Denis Poitras, celui-là même qui défend les manifestants qui se sont opposés au projet de loi adopté maintenant, P6, qui vise à, entre autres choses, à interdire le port de masse, du masque, dans les manifestations. Alors, on ne frappe pas un homme à terre, ça va de soi. Mais je m'étonne un peu de cette faillite, car que lorsque nous avons charge d'armes, et ici ce sont plusieurs centaines de manifestants qui, tout en défiant la loi, ont quand même consenti à vivre dans une société de droit, c'est-à-dire qu'ils vont porter devant les tribunaux leur cause. Donc, tacitement, ils ont accepté les règles du jeu. Eh bien voilà cet avocat, ce cabinet d'avocats qui fait faillite. Alors je m'en étonne parce que lorsque nous défendons des intérêts aussi profonds que ceux de la liberté, eh bien nous avons une sorte d'obligation à l'égard de ces commettants. Et nous avons également une sorte de responsabilité aussi à l'égard de la société. Et cette faillite, on ne fait pas faillite pour quelques milliers de dollars, n'est-ce pas? On ne fait pas faillite pour 10 000 dollars. Une vraie faillite, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars. Alors, comment peut-on se mettre dans une position aussi précaire, d'un côté, tout en défendant de l'autre des gens en qui on a donné toute notre, ces gens-là en qui on donné toute notre confiance. Alors je m'interroge, je ne veux pas partir de débat, je ne veux pas non plus qu'on me tombe dessus en me disant ouais, non. On n'est pas que victime des autres dans la vie. Il arrive parfois que nous soyons victimes de nous-mêmes. Et je vous dirais, c'est là surtout où nous souffrons le plus. Je n'en sais pas davantage, donc je ne peux pas me prononcer. Mais voilà, aujourd'hui, plusieurs centaines de contestataires, de manifestants contestataires, sont orphelins de procureurs. Et c'est possible que leur cause et leur dossier se complexifient. Voilà. Alors, je vous lis encore. Tenez, on va rester avec George Orwell. George Orwell, dont Simon Lay nous parle dans ce livre absolument remarquable. J'en reparlerai. Et oui, Jean-Paul, encore Sébastien Lapac. Hier encore, une longue conversation avec Jean-Paul sur deux choses. En fait,
sur sa méthode. J'y reviendrai, la méthode qu'a développée Jean-Paul pour appréhender l'histoire dans sa totalité. Jean-Paul Coupal, historien et blogueur, dont je vous invite à aller lire ses textes. La bibliothèque hantée, qui chapeaute aussi ses autres textes. Alors, je vous invite à le faire. Je lui ai dit que je connaissais assez mal encore sa pensée, car malheureusement, ici j'insiste, la majorité de ces textes ne sont disponibles que par le net, que sur écran. Et personnellement, je fatigue un peu au bout d'un certain temps à lire des textes sur un écran. Mais on va y revenir sur la méthode qu'a développée Jean-Paul. Une triade conceptuelle où le poétique, le symbolique et l'idéologique sont entrelacés dans une sorte de mécanique qui bouge et qui s'appuie sur sa propre conscience. Quand j'entends par là mécanique qui bouge, ce n'est pas une méthode statique, c'est une méthode vivante d'interprétation de l'histoire, en tenant compte de ces trois paradigmes qui sont en action les uns avec les autres. Enfin, alors voilà, une petite citation, on va conclure ici. Pourquoi Orwell est si important et pourquoi, au fond, on doit toujours y revenir. Au moment de la crise financière, on a beaucoup vu les porte-paroles de la gauche française courir derrière les représentants du gouvernement pour dénoncer la perversité du capitalisme financier et chanter les vertus du modèle français. On a vu ça ici au Québec, le fameux modèle québécois. Mais on n'en a pas entendu beaucoup proposer des nationalisations, ne serait-ce que celle des banques de dépôt. Frédéric Lordon, lui, l'a proposé. Il est amusant de songer que le programme socialiste minimal de George Orwell, nationalisation des banques et des principales industries, resserrement de l'éventail des revenus, mise en place d'un système d'éducation sans privilège de classe, ferait figure de provocation dans la bouche d'un ténor actuel de la gauche. Il faut oser le dire. Beaucoup ont de l'argent placé en bourse. Beaucoup ont des revenus démesurés et cachés, n'est-ce pas? Beaucoup ont des enfants inscrits dans des écoles privées. Lequel d'entre eux oserait aujourd'hui expliquer que l'État ne peut pas autoriser des entreprises de plus en plus nombreuses à réquisitionner le travail de leurs salariés au nom de la crise sans réquisitionner de son côté leur capital? Avant même d'exposer son programme, George Orwell explique pourquoi il va être impossible de compter sur des hommes de gauche. Tiraillés entre leurs revenus et leurs principes, ils se contenteront toujours de soutenir un réformisme timoré. En revoyant l'Angleterre au lendemain de la crise de 1929, l'auteur du Quai de Vingan, engagé volontaire dans les rangs du POUM anarchiste pendant la guerre d'Espagne, se souvient que personne ne voulait vraiment d'un changement d'envergure. L'intelligentsia de gauche se contentait de saper la morale bourgeoise tout en gardant sa position de parasite de la bonne société. Tiré de Au hasard et souvent, Sébastien Lapac, publié chez Actes Sud. Je vous remercie d'être avec moi. Alors, petite vidéo un peu
conflictuel, m'étonnant de la faillite du bureau de Denis Poitras. Je suis vraiment un peu agacé, un peu gêné par cette situation-là. Alors, sans doute, on va se cotiser pour venir en aide à son bureau, mais cela reste tout de même étonnant et sujet à réflexion. Et étonnante coïncidence, le même jour où la ville de Détroit déclarait faillite, eh bien, le seul bureau d'avocats à Montréal défendant les droits des manifestants du printemps 2013, eh bien, ont fait faillite le même jour. Étonnante coïncidence. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, vous connaissez la suite. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur, dans le quartier paisible de Côte-des-Neiges. Merci et bonne journée.